Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Sébastien Tevny. Bonjour Sébastien, comment vas-tu cet après-midi? Bonjour Fabien, bah écoute, ça va bien, oui. Et toi? Ouais, ça va, impeccable. Bon, après de multiples remous, on y arrive enfin. Ouais. Et du coup, alors voilà, aujourd'hui, alors lors de cette interview, tu vas te présenter un petit peu. Bon, alors te présenter un petit peu, je sais bien que tu es assez connu maintenant depuis les quelques années où tu écris. Voilà, pas mal de personnes te connaissent déjà, mais voilà, on aurait envie de savoir aussi, alors comment tu es tombé un peu dans l'écriture au départ, en fait, qu'est-ce qui a fait que, voilà, Alors, explique-nous un petit peu. ouais, c'est toute une histoire. J'ai coutume de dire que c'est comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je me souviens que mon grand-père avait souvent un bouquin. J'ai même retrouvé il y a quelques années des pièces de théâtre qu'avait écrit mon grand-père, qu'il avait écrit, qu'il avait joué dans le village. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, j'ai retrouvé dans les archives de chez ma grand-mère un tout petit fascicule que j'avais écrit, une petite histoire avec, j'avais découpé des personnages dans un magazine. J'avais écrit, une petite histoire de 10 pages que j'avais agrafée avec mes petites mains. J'avais fait quelques dessins et ça a donné ma toute première histoire. J'avais 10 ans à cette époque-là, beaucoup d'originalité déjà, quant au nom des personnages, que j'ai que j'ai retrouvés. C'était vraiment rigolo, tu vois? Le boucher qui s'appelait Monsieur du Jambon, c'était quand même assez particulier. Aujourd'hui, j'ai évolué un petit peu. Donc ça, c'était le début de l'écriture vraiment. Je me souviens aussi que j'ai toujours adoré, au collège, l'exercice de la rédaction du samedi matin en français. Là où, la plupart de mes copains voyaient ça comme une torture et arrivaient au collège à reculons le samedi matin, moi j'adorais ça. Il fallait raconter des histoires, il fallait, écrire ce qu'on avait fait pendant les vacances ou, voilà, tout le monde est passé par là et pour moi la rédaction, c'était vraiment formidable. C'était un moment d'exception. Donc je j'ai gardé depuis tout petit cette envie d'écrire, de lire aussi. Je lisais énormément. Ma famille me dit toujours que j'avais toujours un bouquin dans les mains. Depuis tout petit, j'avais le journal, le quotidien. Enfin voilà, je lisais et puis à partir de l'adolescence, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles, des poèmes bien sûr quand on était un peu ado et amoureux, heu et puis ensuite des débuts de romans. Pendant plusieurs années, j'ai fait des prologues, j'ai écrit, 2-3 chapitres par-ci, une cinquantaine de pages par-là, mais c'est jamais allé plus loin. Jusqu'au jour où le déclic est venu, c'était, en 2008, à l'époque où avec, mon épouse, on était dans un désir d'enfant et j'ai brodé, là-dessus, avec une première histoire qui a donné mon premier roman et qui tourne autour de la PMA, la procréation médicalement assistée et ce roman a été mis dans des cartons très vite. Enfin, j'ai envoyé le manuscrit à des éditeurs, les grands éditeurs de Paris et qui m'ont Ouais. répondu, pas d'ailleurs et quand ils m'ont répondu, c'était pour me dire, «Ceci n'entre pas dans notre ligne éditoriale» et blablabla, le coup classique. Heu et j'ai laissé ça dans les tiroirs jusqu'au jour où en 2015, j'ai animé un atelier d'écriture dans mon village, au sein d'une association, donc je fais ça bénévolement depuis 2015 et ça m'a donné immédiatement le goût de retourner à l'écriture. Dès le lendemain, je reprenais ce manuscrit, je le découpais au D'accord. ciseau, je rajoutais des personnages, je rajoutais la psychologie, je rajoutais des tas de choses, des actions, des scènes et ça a donné Trouble Jeu, publié le jour de mes 40 ans, donc en fin 2016. Voilà, c'était ça le début, la jeunesse de Sébastien Théveny. C'est le début de, voilà, de l'aventure. Ouais. C'est ça. Et alors, sur un autre point de vue aussi, est-ce que alors, ton métier, c'était quoi? C'était dans l'écriture, des choses comme ça, ou est-ce que c'était, comment dire, ton métier avait un rapport avec la littérature ou pas du tout? Et bah, pas du tout. Même si alors, au niveau de mes études, j'ai fait un bac littéraire, mais je suis arrivé dans le bac littéraire un peu par hasard. Je voulais faire bac scientifique, je voulais faire pilote de chasse à l'époque, je voulais, bon ça n'a pas marché D'accord. parce que les sciences et moi, les maths et moi, on n'était pas copains. Donc les profs m'ont dit: «Ça serait bien, d'aller plutôt vers la littérature», bon comme voie de secours
Et là, en première, j'ai adoré. J'ai eu un prof qui m'a donné le goût de la passion vraiment de la littérature, en seconde déjà. Et voilà, je suis parti là-dessus. Ensuite, j'ai fait une fac Sorbonne Nouvelle à Paris en communication, sciences du langage. À l'époque, je voulais devenir journaliste. Et puis finalement, j'ai changé tout ça, j'ai évolué, blablabla. J'ai fait des tas de métiers ensuite. En règle générale, j'étais quand même plutôt dans le commercial pendant toute ma carrière. D'accord. Ouais, Ouais, donc c'était pas, voilà, il y avait aucun rapport parce que on voit même beaucoup d'auteurs, tu sais, qui sont professeurs ou qui sont instituteurs. C'est un métier quand même relativement courant dans le milieu de l'écriture et des auteurs. Mais tu ouais, vois, voilà, toi, bon, tu as fait quand même bon, tu as quand même un certain niveau d'études, que tu as fait la Sorbonne, etc. Donc c'est quand même, je dirais, voilà, tu as fait les mmh, études aussi là-dedans, donc tu as pu, je dirais, évoluer aussi avec un certain niveau d'études, bon, bien entendu. Mais aujourd'hui, tu parlais de ton roman Trouble Jeu, c'est ça? Trouble Jeu, mmh. ça a été ton premier livre et il me semble ton premier gros succès aussi. Alors non, le premier gros succès, c'est le suivant. C'est, Un frère de D'accord. trop. Voilà, le premier Et Trouble Trouble Jeu, Jeu, alors, ça, il n'a pas rencontré comment ça s'est passé pour le ben, premier? si, si, quand même, il a eu un certain petit succès, je dirais, puisque, ça a été, enfin voilà, je me suis fait connaître avec ça, mais surtout sur les réseaux sociaux, un petit peu sur Facebook, sur les groupes de lecture. J'ai des gens qui me suivent depuis ce temps-là. Il a été édité chez un petit D'accord. éditeur parisien, un ancien libraire en livres anciens, qui m'a donné ma chance, à travers d'une personne, d'une amie commune. Et puis qui faisait bien son petit boulot, il défendait, correctement ce bouquin et moi aussi de mon côté, sur les réseaux comme je disais, et oui, si on a réussi à en vendre quelque chose comme, je sais plus 600 ou 800 exemplaires, sur les 2 premières années quoi, donc c'est pas si mal pour un premier roman et pour un Oui, c'est petit ça, oui. auteur pas connu et un tout petit éditeur quoi, ouais. Mais D'accord. mon Et gros succès ensuite, est venu alors, tu après. as ce livre-là, donc tu as continué. Tu l'as eu après, en fait, donc Un frère de trop, c'est ça? Mmh, c'est ça. Un Alors, et frère de celui-là, trop. raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'ambiance? Alors, L'histoire un petit peu, ça raconte. un frère de trop, c'est l'histoire de, on va dire, c'est un roman, une saga familiale avec un tas de secrets de famille, qui se déroule sur la Côte d'Azur dans un monde, d'une famille, milliardaire avec, le yacht, avec, ceci, cela, la villa dans l'arrière-pays niçois et cetera, et puis un des enfants majeurs de cette famille qui, un jour de sortie en mer entre frères et sœurs, va tomber à l'eau, se noyer. Son corps est retrouvé dans les calanques de Cassis 4 mois plus tard, et c'est le début de toute une histoire. Donc ça se passe dans les années 80. Et dans les années 2016, notamment, à Nice, en plus une année, un été où il y a eu tout ce qu'on sait, eh bien, j'ai un journaliste qui est écrivain public qui va devoir raconter, qui est payé par le patriarche de cette famille pour raconter la belle aventure de cette famille, la richesse, le pouvoir, etc. Et découvrir que se poser la question, en tout cas, est-ce que cet accident était vraiment un accident? Et si ce n'était pas le cas, à qui, profite le crime, quoi? Voilà, et D'accord, ouais, effectivement, on a c'est une belle enquête policière, on a un beau. ouais, 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 le début de tout, et c'est le premier roman que je vais publier en auto-édition, sur D'accord. Amazon. Donc là, voilà, celui-là, auto-édition 100%, tu as dit: Ouais, «C'est moi qui gère, je vais le faire», clac. Et là, alors, mmh, le succès, il est arrivé, comment? De suite après ou vraiment à ouais. sa sortie, il a explosé de suite? Alors pareil, l'histoire de ce roman, c'est amusant parce que c'est vraiment par hasard que je me lance dans l'auto-édition. J'étais un jour en train, dans un café, comme je faisais souvent à l'époque, j'écrivais sur mes petits carnets, j'écrivais à la main. Donc je buvais un café, puis à côté de moi, il y avait un mec qui écrivait lui sur son ordinateur, et j'avais l'impression qu'il était sur un document Word et qu'il écrivait un bouquin. Donc on s'est rapproché un peu, je lui ai dit: «Vous écrivez un livre?» Il me dit: «Ouais, ouais, et vous?» «Bah ouais, moi aussi», et c'est lui qui m'avait parlé à ce moment-là de l'auto-édition que je connaissais pas du tout. Enfin et il me dit: «Bah, hey, tu rien à perdre, essaye, bon». Donc moi, je vais voir mon éditeur, je lui dis: «Écoute, voilà, moi, il y a pas de problème, on a bien travaillé ensemble avec Trouble Jeu, on a fait un super boulot, voilà, c'est un mec avec qui je m'entends très bien, on est restés amis.
Et je lui dis: «Je vais tenter l'auto-édition». Il me dit: «Mais vas-y, n'hésite pas, lance-toi. Si un jour ça fonctionne à mort, que tu es milliardaire, tu m'offres une Ferrari» et puis voilà. Bon, je lui ai toujours pas offert de Ferrari. Hem, mais en tout cas, il m'a laissé, partir là-dessus et effectivement, je le mets sur Amazon, et dès le premier week-end de sa sortie, boum, il rentre dans le top 100, des ventes Kindle. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment, le titre, l'histoire, un petit peu boule de neige aussi, sur Facebook, sur les groupes. J'ai eu des youtubeuses, des potes, des chroniqueuses et cetera qui m'ont soutenu à la sortie de ce bouquin, qui l'ont adoré, qui l'ont partagé, qui ont fait savoir. Et puis, tous ces gens qui déjà avaient aimé, Trouble Jeu se sont lancés là-dessus. Puis, voilà, c'était peut-être le bon moment, la bonne période, j'en sais rien. Et il a vraiment cartonné. Il est resté 6 mois dans le top 10 des ventes Kindle France. Il a passé 1 an dans le top 100. Enfin voilà, il était dès le départ, ça a super bien marché, quoi. J'ai un truc de fou, un truc de fou. Et donc Ouais. en l'espace de Et après, tu as enchaîné les succès, en fait, c'est ça? ouais, 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 j'ai eu cette chance de surfer sur cette vague. Je sortais ensuite, milieu 2018, 30 secondes avant de mourir, qui a très, très bien marché aussi dès sa sortie. Je me souviens de l'été, 2018. À un moment donné, j'ai à la faveur d'une promo sur Amazon, d'une offre, Kindle, du jour et cetera, il y a une journée, mes 2 bouquins étaient en tête des ventes Kindle, numéro 1 et numéro 2 des ventes Kindle, tous les 2, donc un truc de dingue. Sachant qu'un frère de trop avait déjà fait Ouais. 35 000 lecteurs. Heu, voilà, je me souviens de ce mois-là, août 2018. Je crois que, il y a dû avoir, 7 000 ventes, dans le mois, quoi. 7 000 bouquins vendus. Heu, un truc Ah de oui, dingue. Ouais, un c'est truc de dingue. complètement fou, quoi. Mmh Ah ouais, ouais, c'est complètement et c'est voilà complètement et du dingue, coup, quoi. c'est à cette Oui, 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 période. là, donc oui, parce que l'effet boule de neige avec les algorithmes, ça montait, montait et puis, beh, voilà, ça Ouais, puis l'algorithme d'Amazon aussi fait que c'est un cercle vertueux aussi, tu vends donc Amazon te montre, il te montre donc tu vends et ainsi de suite. Autant il peut y avoir un cercle vicieux aussi, mais là, le cercle vertueux marchait très bien pour moi, au point où, j'ai ensuite eu des éditeurs qui m'ont contacté cet été-là, en voyant que mes 2 bouquins étaient en tête des ventes. J'ai eu, ces contacts avec des personnes à qui j'avais envoyé les manuscrits, des mois plus tôt et qui me l'avaient refusé, venir vers moi en me disant: «On aimerait bien le lire». Donc, un frère de trop, j'ai eu Albin Michel qui est venu me chercher, j'ai eu, Michel Lafon et heu et comme beaucoup d'auto-édités, enfin, il y a certains éditeurs comme ça qui vont voir ce qui fonctionne bien sur Amazon et qui ensuite les éditent. Voilà, on a des cas, des précédents comme Agnès Martin-Lugan, comme, Aurélie Vallogne, Grimaldi et autres, qui depuis, voilà, qui ont démarré en auto-édition et qui depuis, cartonnent, dans l'édition traditionnelle. Bon, donc j'ai signé avec Michel Lafon, à ce moment-là, pour une réédition d'Un frère de trop, ouais. et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Lafon, du coup, entre soit, les chiffres que toi tu avais fait et eux, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, en fait? Eh ben, ça a été un peu une sorte de désillusion quand même, puisque bon, c'est vrai que comme beaucoup d'auteurs auto-édités à l'époque, lorsqu'on a des grands éditeurs qui te contactent, on se dit: «Tiens, formidable», tu vois? C'est un peu le on a des étoiles plein les yeux, on se dit: «C'est bon, c'est gagné, maintenant, je vais être dans toutes les librairies, je vais aller à la grande librairie, je vais être, partout sur les culs de bus et autres». Mais bon, voilà, non, ça marche pas comme ça. Il y a peu d'élus pour beaucoup de prétendants et puis, bon, même si, Michel Lafon m'avait promis d'être leur enjeu polar, de cette rentrée littéraire-là du printemps 2019, bon, ça ne l'a pas fait, quoi. Finalement, ils ont vendu, 800 bouquins en 1 an et demi, à peu près Ouais. pareil que ce que j'avais fait avec mon petit éditeur sur Trouble Jeu, et puis, loin des 35 000, que j'ai fait tout seul en auto-édition. Aujourd'hui, Un frère de trop en auto-édition, c'est 50 000 exemplaires. Donc, je me suis dit que finalement, Ouais. j'avais peut-être pas besoin de grands éditeurs.
où les éditeurs, ceux-là n'avaient peut-être pas besoin de moi. Enfin, en tout cas, on n'était pas compatibles peut-être, je ne sais pas. Donc je continue en auto-édition depuis ce temps-là Ben, au et final, c'est dommage de bah, te priver. Voilà, tu vois, tu as essayé. Au final, mmh, 800 exemplaires. Toi, tu vois que tu as vendu 20 fois plus. mmh. Bah, oui, oui, c'est dommage et puis en même temps, c'est comme ça, c'est un essai, faut tenter. Moi, je suis toujours prêt à tenter des expériences. Puis c'est aussi l'occasion de toucher des lecteurs que je peux pas toucher autrement, hein. Faut pas se leurrer non plus. Il y a plein de gens qui ne vont pas sur Amazon et pour des raisons que je respecte, qui leur sont propres, qui veulent boycotter Amazon, qui préfèrent, aller en librairie, pas pour, toucher les bouquins, ainsi de suite, quoi. Donc, ceux-là, je les respecte et c'est pour ça aussi que j'aime de temps en temps être chez des éditeurs. J'ai certains de mes bouquins qui sont en version poche chez des petits éditeurs ou des nouvelles maisons d'édition. Voilà, je renvoie un petit peu l'ascenseur, des fois, en laissant mes titres, en dans ces diffusions classiques, quoi. Ça permet aussi de, voilà, toucher un peu tout le Oui, monde. Mmh. d'accord, voilà. Et toi, alors, du coup, toi, alors, bah, toi, vraiment, aujourd'hui, c'est ton métier. Mmh. Tu vis de ton écriture aujourd'hui. Mmh. Ouais, 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 j'ai cette chance depuis, Et 2019, depuis combien d'années? Ouais. depuis 2019, en fait, j'ai été licencié de ma dernière boîte, heu, bah, l'été 2019 et puis, à ce moment-là, bon, étant, comme beaucoup à Pôle emploi finalement, j'ai continué, hein, je continue à écrire, depuis 2015 donc, j'en étais à mon quatrième ou cinquième roman, et puis là, j'ai réussi à faire comprendre à mon conseiller Pôle emploi que j'avais besoin de ces indemnités, on va dire, à ce moment-là, parce que 2019 était une année très dure. Sur Amazon, je n'existais presque plus depuis que j'avais laissé Un frère de trop à Michel Lafon. Ma toute dernière sortie n'était pas dans ce que j'avais fait habituellement et n'a pas rencontré son public. Donc c'était une année difficile, mais j'avais besoin de ces 2 ans pour continuer à écrire et continuer à installer, tous mes ouvrages, à continuer à reprendre pied dans l'auto-édition et sur Amazon et voilà, ça a été bénéfique et depuis ce temps-là, oui, je vis à plein temps de mon écriture parce que les lecteurs sont au rendez-vous depuis 2020, ouais. Le temps passe vite, mais il passe bien. Mais en tout cas, ouais. Mmh. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, de toute façon, bravo vraiment pour ce que tu as accompli, quoi. Vraiment, parce que c'est phénoménal. Je vois régulièrement, je regarde un petit peu quand tu fais des sorties ou quoi, notamment ton dernier livre qui s'appelle Seul, il me semble. Ouais, 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 En quelques jours, il cumule, alors j'ai pas regardé, mais il était presque à 200 avis déjà sur Amazon, il me semble-t-il. ouais, 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 il vient de passer les 200 avis. Il est sorti le 28 juin, je crois. Tu vois, ça fait à peine un mois. Ouais, donc il y Ouais, a un mois. ouais, 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 il marche bien. Est-ce C'est le tome 4 de Ouais, ma un série, bon démarrage. ouais, 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 je suis pas mécontent. C'est pas toujours évident de lancer une suite, enfin une série Eh parce oui, que, parce que voilà, c'est pas un one shot donc les gens, c'est bien qu'ils aient lu les précédents, même si c'est pas obligatoire, sachant que chaque enquête est indépendante dans cette série. Mais voilà, il y a double effet, de la série. Il y a le côté, je peux pas tous les gens ne s'y ruent pas tout de suite. En revanche, tous ceux qui l'attendaient, qui ont lu les 4 premiers, vont y venir immédiatement et voilà et puis il y a d'autres qui vont venir à celui-ci, qui ne connaissaient pas, qui peuvent lire indépendamment, puis ensuite ils vont aller, choper la trilogie. J'ai encore là, tout à l'heure, une personne qui me découvrait et qui me dit, «Ah c'est génial ce bouquin, je ne connaissais pas cet auteur», enfin voilà, qui a mis ça sur Amazon ou sur Facebook, je sais plus, je connaissais pas cet auteur. Elle dit, «C'est un auteur, à la hauteur d'un Franck Tillier, d'une Karine Gibel et cetera, et je vais me ruer sur tous ces bouquins, voilà donc c'est ça qui est chouette, quand tu as déjà 15 titres, c'est que tu peux découvrir de nouveaux auteurs, des nouveaux auteurs peuvent te découvrir aujourd'hui et partir sur toute ta collection derrière quoi, revenir sur ta collection. voilà, bien entendu, voilà, c'est ça aussi. Bah, après, c'est aussi un boulot à plein temps, c'est aussi, toi qui fais le marketing et cetera. Tu bosses avec des graphistes, avec des tu aujourd'hui, voilà, finalement, c'est toi ta maison d'édition, donc tu es obligé de bosser un petit peu comme une maison d'édition aussi, quoi. Dans tout,
Les Ouais. couvertures, la création, la pub. Mmh. Oui, oui, c'est un tout, faut être, voilà, faut avoir plusieurs casquettes. Je les porte, l'une derrière l'autre, en fonction des moments. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai la casquette de l'auteur ou lorsque je suis en train de rédiger mes bouquins concrètement, ça me prend, 2 mois d'écriture à peu près. J'ai, voilà 2 mois, de travail préparatoire, de recherche, de documentation, de préparation du scénario, des personnages et puis après ça, j'ai 2 mois de, vraiment plus le travail effectivement de la maison d'édition, on va dire, c'est-à-dire le préparation de la couverture, du résumé, la bêta lecture, la correction, heu et le marketing, la pub, la communication, j'en passe et des meilleurs, des tas de choses, des traductions, enfin ci, ça, des 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 relations à droite, à gauche, beaucoup parfois des salons aussi, parfois des interviews comme maintenant. Mais voilà, c'est passionnant, je suis un peu sur tous les fronts, j'aime beaucoup, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'envies, plein d'idées. Ce qui manque, c'est le temps en fin de compte. C'est ça le problème. Mais c'est vraiment, Oui, oui, c'est une un petit peu oui, oui, c'est ça aussi. Voilà, mais voilà, toi aujourd'hui aujourd'hui, moi, voilà, comme tu dis, je vis de et toi ça, c'est mon aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? à un jeune auteur qui voudrait démarrer, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ouais, au départ, savoir, est-ce qu'il y a des trucs à faire, à pas faire, Bah, vraiment oui, pour se mettre toutes les chances de son côté, vraiment pour, réussir, tu vois? ouais, bah, ça pourrait faire l'objet d'un bouquin complet, d'ailleurs, j'ai déjà pensé, j'ai eu l'idée de me dire: je vais faire un bouquin, d'explication, de formation sur l'auto-édition», par exemple, en partant de mon expérience j'ai souvent des gens qui me contactent sur Amazon ou sur Amazon, pardon, sur Facebook ou via mon site, enfin à droite à gauche ou sur les salons et qui me disent: «Moi j'ai écrit un bouquin, mais je sais pas quoi faire, qu'est-ce je dois le proposer à une maison d'édition? Est-ce que je dois essayer Amazon?» ainsi de suite. Bon, voilà, moi ce que je leur dis, c'est de pas perdre espoir, d'insister, faut tenter aussi, de toute façon ça coûte rien d'essayer. Faut proposer un travail soigné, c'est ce que je fais moi depuis le début. Je m'entoure de professionnels pour faire mes designs de couverture, pour corriger mes manuscrits. Je m'entoure d'une équipe de bêta lecteurs. Voilà, le travail que je fournis, en auto-édition est un travail, pro, aussi pro que certaines maisons d'édition, voire plus si j'en crois certains, commentaires parfois sur Amazon, à propos de certaines maisons d'édition qui, qui ne font pas forcément un travail éditorial. Donc ouais, voilà, c'est tout un métier, c'est toute une entreprise, c'est ma petite Oui, entreprise, voilà, c'est toujours pareil mmh, donc et qui craignent pas voilà. la crise. Ouais, c'est ça. Ouais, pour l'instant, ouais, elle craint pas la crise, mais pour autant, faut quand même, enchaîner, faut continuer à écrire parce que je parlais du cercle vicieux et vertueux tout à l'heure. Oui, si on disparaît de l'algorithme Amazon, on est vite plus grand monde. En revanche, si on publie régulièrement, si on est suivi régulièrement, si on est acheté, ouais, on reste à un niveau, correct, on se maintient. Mais c'est pour ça que je sors un bouquin tous les 6 mois, grosso modo. Un rythme assez régulier qui plaît à mes Oui, voilà, il y a oui, ouais, c'est 2 livres par an à peu près, mmh, grosso modo. mmh. Ouais, ouais, Parce voilà, il qu'aujourd'hui, faut voilà, aujourd'hui, quand si on regarde un petit peu toi, au niveau des chiffres, si on te regarde au niveau des chiffres, tu fais partie, je dirais, comme je disais, au moins du top 100 des auteurs auto-édités en France, tu vois? Sur le marché français, tu dois faire au moins partie même de la tranche haute du top 1 parce que quand on voit le nombre de commentaires que tu as, mmh, et cetera et c'est assez régulier sur l'ensemble de tes romans, tu vois bien? ouais. Oui, oui, je pense que, ouais, j'ai la chance de faire partie, un peu du haut du Ouais, panier, tant en termes de quantité que de qualité, je l'espère. Ouais, bien sûr, c'est ça aussi. mmh, j'ai des bouquins, c'est vrai
qui cumule plus de 8500 commentaires. Je vois un frère de trop sur Amazon. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça voilà, ça commence à chiffrer là, hein. Et puis, voilà, j'en ai d'autres qui tournent entre 3000 et 5000 commentaires. Donc c'est que les lecteurs sont là, des notes qui sont pas trop pourraves, même si, en fait, j'attire les extrêmes moi. J'ai pas des scénarios et une écriture qui laisse indifférent. J'ai envie de dire que soit on adore ce que je fais, soit on déteste. Il y a pas de juste milieu. C'est, voilà, Sébastien Thévenier, on adore ou on déteste. Et je me suis pris dans la gueule des tas de choses détestables, bien sûr, au fil du temps, mais je reçois aussi énormément de messages d'amour. Je parle bien sûr d'amour pour mes bouquins, hein, je te rassure, j'ai pas de prétendante qui m'envoie des fleurs ou des petites culottes. Ouais. 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 Non, mais ça, c'est depuis que tu nous as expliqué dans ta vidéo avec l'appel qu'on ne pouvait pas creuser des trous en 5 minutes, que ça ne se faisait pas comme ça. Là, tu nous as beaucoup aidé avec cette vidéo d'ailleurs qui m'a fait beaucoup rire. Mmh. Oui, 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 ouais, ça m'amusait, oui, quand j'ai creusé ce trou-là, tout de suite j'ai pensé à ces pauvres personnages qui arrivent à creuser des tombes dans leur jardin ou en forêt. Ils sont en smoking et tout, ils sortent de soirée, ils ont assassiné quelqu'un qui était dans le coffre, ils le sortent du coffre, ils font un trou grand comme ça, ils pourraient mettre une vache dedans. On a l'impression qu'ils font ça en une demi-heure. Et voilà, Et ils n'ont parfait, pas hein, une le trou. coupe de soie, la cravate, elle est toujours droite. Ils ne se sont pas pété le dos, il n'y avait pas de caillasse, bien sûr. Enfin, voilà. Et, et le tour est joué, ils remettent ça, tac, 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 et l'herbe dessus, et ni vu ni connu, je t'embrouille. En vérité, creuser une tombe, je pense que c'est beaucoup plus dur que ça. D'ailleurs, on les voit, les fossoyeurs dans les cimetières, ils prennent des pelles, hein. Ils ne le font pas à la main. Et, et du coup, toi aussi, alors, j'ai vu, tu avais un podcast aussi. Tu fais un podcast assez régulier. J'ai vu que tu enregistres ça aussi. Ouais. Ouais, un jour ça m'a pris, je ne sais plus pourquoi ni comment, mais j'aime tellement la langue française en vérité, heu, que des fois j'adore tomber, quand je lis, sur des mots, pas forcément des mots nouveaux, mais des jolis mots. Il y a des mots que je trouve vraiment beaux dans la langue française, comme par exemple pétrichor. Je trouve ça magnifique et puis c'est un mot qui est plein de poésie. Ça a été je crois que c'est ce mot-là qui m'a donné l'idée du podcast. J'ai commencé, ma première, premier épisode avec Petrichor. Donc c'est un podcast qui s'appelle Le Joli Mot du jour, qu'on trouve sur toutes les plateformes de streaming audio, possibles. Heu et ouais, ça dure, c'est une pastille qui dure 3 4 minutes, pas plus, dans laquelle j'essaye de parler de ce joli mot, en des termes qui sont assez accessibles, assez vulgarisés. Avec aussi une touche d'humour qui ne me quitte jamais, avec parfois, l'audace ou l'inconscience de pousser la chansonnette, heu, y compris sur des tubes qui peuvent être très, très rétro, très, très vieillots. Tu vois, ça peut remonter jusqu'à J'ai la rate qui se dilate, de 1920, tu vois? Donc voilà, je m'amuse follement à enregistrer ce podcast et les gens aiment beaucoup, ouais. J'ai encore eu un mail ce matin qui me disait: «J'ai adoré, ce dernier mot, que j'avais mis en ligne, eschatologique», qui, voilà, des mots que des fois on croit connaître, qu'on ne connaît pas, mais voilà, on redécouvre la signification et je m'en amuse, en 3 4 minutes. Voilà, ça s'écoute dans le métro, dans le train, partout, on peut écouter ce podcast, en voiture si on veut, enfin bref. Eh ben, écoute, Sébastien, c'est assez génial ton univers et ce que tu fais. Et puis, tu es aussi un auteur, hein, malgré que tu écrives des choses un peu sombres, un peu psychologiques, des thrillers, des romans, un petit peu, voilà, tout ça. Tu es quand Mmh. même bourré d'humour et beaucoup de, comment dire, voilà. C'est très agréable d'avoir fait cette interview avec toi. Et on te souhaite encore tout le succès, que le succès continue et évolue encore plus que ce que c'est aujourd'hui. Qui sait, un jour, tu vas nous dépasser les auteurs américains. Qui sait? Bah, écoute, hein, l'avenir nous le dira. En tout cas, comme tu dis, j'essaye de Et tu n'as garder, jamais essayé de traduire pour te mettre sur le marché?
Si, si, anglo-saxon, non? j'ai des traductions, ouais, ouais, j'en ai, presque une dizaine en anglais déjà. J'ai un éditeur italien qui était venu me chercher l'année Ouais, dernière et du coup? et puis, ouais, ouais, on a fait l'édition de 8 minutes de soleil en plus à Rome, hein. Altri 8 minuti di sole, c'était et puis, j'en ai aussi en espagnol, en allemand, voilà. Je Et ça ça fonctionne bien à l'étranger ou Pour pas l'instant, c'est autant? très discret. C'est très, très discret, c'est mon objectif de l'année puis de la suivante, c'est de m'étendre un peu au marché anglo-saxon notamment, mais qui est beaucoup plus vaste et à la fois plus difficile à ouais, à conquérir que le marché francophone. Il y a beaucoup d'auteurs, encore plus qu'en France, bien entendu. Il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup plus qu'en France Ouais. aussi, mais voilà, la concurrence est très rude. On verra, peut-être un jour, voilà. Puis j'ai encore plein de tours dans mon sac, donc voilà, il y aura peut-être des choses nouvelles et puis comme tu dis, toujours avec humour, hein, j'espère garder cet humour-là, qui des fois est un humour qui ne fait rire que moi. À la maison, ma femme ne rit plus de me de mon humour. Mon fils, je crois, a le même que le mien, donc il est à bonne école. Mais voilà, non, non, c'est moi j'essaye de garder le sourire, Bon, mais c'était assez. je pense. Eh beh, continue comme ça, Sébastien, vraiment, parce que c'était, voilà. En tout cas, les amis, si vous connaissez pas Sébastien, allez faire un petit tour sur Amazon, regardez un petit peu tous ses bouquins. Je pense que vous trouverez votre bonheur, dans ces 15 ouvrages. Ouais. Voilà, et puis je vais laisser le petit mot à Sébastien. Et ben, le petit mot de la fin, ça peut être fin, comme dans n'importe quel bouquin, bien entendu. Je dirais pas faim, F-A-I-M, parce que là, je sors du resto, donc je ne l'ai plus. Mais en tout cas, voilà, merci Fabien pour ce que tu fais, pour le salon virtuel et tout ça, auquel je n'ai pas toujours tout compris techniquement, tu le sais. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de participer au salon virtuel et à cette interview. J'espère qu'on a bien le son, hein, parce que sinon on se revoit tous les 2 jours. Exactement. C'est pas que ça me fait pas Mais en tout plaisir. cas, un grand, un grand merci. Un grand merci, en tout cas, juste, voilà, au moins, toi, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'un auteur, quand même, voilà, un peu de ta trempe, participe, tu vois, à un salon virtuel que j'organise maintenant depuis presque plus de 4 ans, qu'on fait des Mmh. salons virtuels, etc. Ça monte ben, d'année en année, on se retrouve avec de plus en plus d'auteurs, et je trouve ça Mmh. fantastique, tu vois, que finalement, on réalise des interviews presque avec tout le monde, mais Ouais. que ce soit un grand auteur ou un auteur plus modeste, tu vois, on est tous réunis autour de la même chose, et je trouve ça Mmh. très fort, quoi, très bien. Oui, oui, bah, voilà. Moi, je suis, encore un auteur modeste et du coup, je reste accessible, j'espère. Et je compte toujours rester accessible et je réponds, par exemple, Bien toujours à tous sûr. les emails que m'envoient les lecteurs. Je réponds à tous les messages sur Facebook, sur Messenger et cetera. Voilà, je suis toujours là pour mes lecteurs et ils le disent, c'est ce qu'on aime avec toi, c'est que tu es proche de nous et tu as pas la grosse tête et voilà, je veux conserver cette philosophie-là, quoi. Ouais. Tu es coupé. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Sébastien. Je vais te souhaiter une bonne après-midi. Et puis, Sébastien, à très, très vite. Et encore merci pour cette interview. Merci Merci à beaucoup. toi. Ciao. Ciao, ciao, Seb. Ciao.